Europe 1, au cœur de l'histoire. Il était le frère de Louis XVI et après un quart de siècle d'exil, il a régné sur la France après la chute de Napoléon. Franck Ferrand se penche aujourd'hui sur l'étonnant destin du roi Louis XVIII. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Louis XVIII n'a somme toute régné qu'une petite décennie, de 1814 à 1824, avec en plus une interruption lors des 100 jours en 1815. Son règne est coincé, si j'ose dire, entre celui hors norme de Napoléon et celui plutôt calamiteux de son propre frère, Charles X. Le roi était âgé déjà lors de son avènement, âgé et obèse, quasiment jusqu'à l'impotence. Tout cela explique peut-être qu'on parle très peu de lui dans l'histoire. Eh bien, nous allons réparer cette erreur cet après-midi en compagnie de l'excellent Emmanuel de Varesquiel. Et à partir de 15h, Franck, nous irons ensemble nous promener du côté du château de Maisons-Laffitte. Exactement, il faut que je vous explique pourquoi. Le somptueux château de Maisons, qui est un monument national, s'apprête à accueillir le mobilier justement créé pour Louis XVIII au château de Saint-Ouen. Philippe Bellaval, le président du Centre des Monuments Nationaux, nous expliquera cela, après quoi Lorena nous donnera quelques bonnes adresses pour aller passer un moment à Maisons-Laffitte. Alors pour l'instant, nous retrouvons le roi Louis XVIII à son retour en France, un certain 3 mai 1814. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Ce 3 mai 1814, donc, Paris est en fête. Le temps est tout simplement magnifique. Une calèche aux armes de France attelée à 8 chevaux, tenue par des piqueurs au costume de l'ancienne cour. Cette calèche fait son entrée par le faubourg Saint-Denis, dont toutes les fenêtres ont été pavoisées, drapées. Il y a partout des drapeaux blancs fleur-de-lysée. Une foule importante acclame le cortège et dans la calèche est installé un prince imposant par son embonpoint, la tête un peu engoncée dans les épaules, le front haut, les yeux très bleus, le teint vermeil, un énorme tricorne à plumes blanches. On ne porte plus le tricorne en France depuis 30 ans. Un tricorne donc est posé sur ses genoux. Il cache des jambes déformées par la goutte. Ce haut personnage est le nouveau roi qui doit aux Tuileries prendre la place de Napoléon déchu. Son nom de baptême, Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence. Son nouveau nom de règne, Louis XVIII. Ce nouveau roi, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un des frères de Louis XVI. Il y en a un autre, un peu moins âgé, qui porte le titre de comte d'Artois. Louis XVIII donc salue dans un geste encore incrédule une foule qui crie « Vive le roi, vive notre roi !» Tandis qu'à côté de lui, dans la calèche, la fille survivante de Louis XVI et Marie-Antoinette, la duchesse d'Angoulême, affiche une indifférence qui a l'air assez amère. Et on la comprend, Madame Royale. Après tout ce qu'elle a vécu, entendre maintenant crier comme ça « Vive le roi !» ça doit lui paraître un peu étrange. Pour le moins, disons-le d'entrée de jeu, le nouveau monarque de 58 ans est largement inconnu du peuple français. En effet, lorsqu'il revient en France en ce printemps 1814, il rentre d'Angleterre par Calais, Louis XVIII est parti depuis 23 ans. Ça fait 23 ans qu'il vit en exil. Il est parti précisément le 20 juin 1791, c'est-à-dire au moment même où Louis XVI se lançait de son côté dans l'équipée de Varennes, vous savez. Lui donc est parti, lui aussi est parti sous un déguisement, perruque noire et chapeau arborant trompeusement la cocarde tricolore. À l'époque, Provence, comme on l'appelait, a passé, on disait aussi monsieur, il était le frère de Louis XVI, et il a passé la frontière près de Mons, dans les Pays-Bas autrichiens, avec sa femme et son favori, justement au moment où Louis XVI, moins chanceux ou moins habile, était arrêté à Varennes. Par la suite, forcément, les biens du ci-devant comte de Provence ont été mis sous séquestre. Il va bientôt être privé de ses droits éventuels à la régence et puis condamné par contumace à la peine capitale, plus tard évidemment, au moment de la Terreur. Alors que fait le comte de Provence dans les 2 décennies qui suivent? Entre 1792 et 1814, on va le voir errer dans toute l'Europe, à Bruxelles, Coblence, Ham dans le nord de la Rhénanie, Turin, Vérone, dans les États de la République de Venise, dans les pays de Bade, dans les États du duc de Brunswick, à Varsovie, en Angleterre à partir de 1807.
bien souvent, il lui faut se remettre en route à la demande même des souverains embarrassés par sa présence. Vous imaginez l'humiliation pour celui qui hier encore était le frère d'un des plus puissants monarques du monde. « Je ne vous dirai qu'un mot de ma situation », écrit-il à son plus jeune frère Artois en 1801. « Elle est au comble de la détresse. » Pour subsister, pour tenir son rang, on l'a vu engager un certain nombre des trésors qu'il avait pu faire parvenir hors des frontières. Il a même engagé des diamants reçus par sa nièce des mains du tsar de Russie. Il est surveillé, il le sait, son courrier est suivi, vous l'imaginez bien, il est espionné. Il va même finir un jour par échapper à un attentat. Bref, c'est une période terrible. Autant vous dire qu'après des années d'exil, les vainqueurs de Napoléon, les coalisés, ne pensaient même pas à lui pour remplacer l'empereur vaincu. Le tsar de Russie avait plutôt songé à Bernadotte, vous savez, le roi de Suède. L'empereur d'Autriche se disait qu'on pourrait très bien mettre en place une régence au nom de Napoléon II, du roi de Rome, et de sa fille Marie-Louise, et lui-même aurait en quelque sorte le pouvoir réel. Sauf que Talleyrand était là, qui veillait. Le chef du gouvernement provisoire est convaincu que Louis XVIII est le seul à pouvoir garantir la paix en Europe. Aussi va-t-il rencontrer le tsar, le roi de Prusse, le généralissime autrichien, pour justifier son choix. La Régence, Bernadotte, la République sont des intrigues, dit Talleyrand. La restauration seule est un principe. Alors le tsar lui demande « Et le duc d'Orléans ?» Le duc d'Orléans, c'est une autre aventure. Prendre un roi électif dans la famille du roi légitime, c'est introduire la turbulence dans ce qui est destiné à établir le repos. C'est bien dit. Mais Louis XVIII est un inconnu, lui objecte-t-on. Tant mieux. C'est l'institution qui compte et non l'homme. Nous ne voulons pas jeter la nation française au pied d'une nouvelle idole. Il s'agit d'une combinaison politique où la légitimité entre comme gage du repos public et par voie de conséquence comme gage du repos européen. Ce retour ne s'est fait cependant que sous certaines conditions, disons-le. À Compiègne, où il séjourne du 29 avril au 1er mai, le nouveau roi reçoit la visite des maréchaux d'Empire, mais aussi de Talleyrand et du tsar de Russie qui viennent plaider la cause d'une monarchie constitutionnelle. La veille d'entrée dans Paris, le 2 mai, alors que Louis XVIII réside donc au château de Saint-Ouen, on en reparlera tout à l'heure, il signe une célèbre déclaration dans laquelle il reconnaît les bases de la Constitution préparée par le Sénat, mais cependant, il trouve à ce texte l'empreinte de la précipitation et il refuse de reconnaître cette Constitution comme loi fondamentale de l'État. Il promet à la place une Constitution libérale sagement combinée. C'est la future charte qui sera octroyée aux Français le 4 juin 1814 et qui sera datée de la 19e année du règne de Louis XVIII. N'oubliez pas que son neveu Louis XVII est réputé mort en 1795. Louis XVIII détient seul le pouvoir exécutif, il est chef des armées, il déclare la guerre, dirige la diplomatie, il a aussi le pouvoir judiciaire. Il maintient une partie, néanmoins, de l'héritage révolutionnaire et impérial. C'est la révolution qui continue, voici ce que nous dit Emmanuel de Varesquiel. Louis XVIII sait faire des concessions à partir du moment où, en position de force, il a le sentiment de ne pas se les laisser arracher. Il est tout aussi prêt à aménager sa propre prérogative royale pourvu qu'elle reste dominante. Ferme sur les principes et sur ce qu'il considère comme l'essentiel, il sait en pragmatique réaliste, en fils des Lumières et en fin politique s'adapter aux nécessités comme aux circonstances. Voilà bien toute l'habileté, toute la souplesse de Louis XVIII décrite, et ça va être en quelque sorte une ligne de conduite pour lui pendant les 10 années de son règne. Il veut mettre en place une monarchie constitutionnelle, mais très prudemment, en faisant très attention. 2 assemblées sont créées. La Chambre des Pairs, nommée par le roi, et puis une autre, élue au suffrage censitaire. Elles sont chargées de voter le budget, de contrôler les dépenses, mais aussi de voter les lois que le roi proposera et promulguera. Il y a quand même une évidente évolution depuis l'Ancien Régime, contrairement à ce qu'on a parfois tendance à dire. La priorité, c'est évidemment de mettre fin à la guerre. Vous imaginez, après toute cette longue période napoléonienne, un traité de paix est signé à Paris le 30 mai 1814. Il est clément, ce traité, pour la France, puisqu'aucune occupation militaire n'a été prévue et que les Alliés ont accepté qu'il n'y ait pas d'indemnité
de guerre à payer. Même les frontières ont été élargies. Donc c'est assez remarquable ce qu'ont obtenu les hommes de Louis XVIII. Au congrès de Vienne, qui s'ouvre le 1er novembre 1814, Talleyrand, qui représente la France face à l'Angleterre, la Russie, la Prusse, l'Autriche, Talleyrand arrive, si l'on peut dire, à sauver les meubles, mais alors que les discussions sont en train de se poursuivre à Vienne, survient une nouvelle incroyable. Napoléon Bonaparte, qu'on croyait définitivement installé dans son île d'Elbe, vient de quitter Elbe et le 1er mars, il a même débarqué. Le plus connu de Rossini, le Barbier de Séville, sur Europe 1. Restez avec nous. Franck Ferrand nous parle des retours de Louis XVIII et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez le retour de Louis XVIII. Il revient une première fois en France en mai 1814. Mais en 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe. C'est ce que vous venez de nous raconter juste avant la pause. Alors avant de continuer sur le retour de Louis XVIII, comment s'est passée d'abord la vie de l'empereur déchu sur cette petite île qui est située au large de l'Italie ? Elle s'est passée dans un certain climat d'énervement, il faut bien le dire. Napoléon vivait à la Palazzina dei Mulini. C'est une maison, une jolie, très jolie maison d'ailleurs, avec de très beaux dégagements, une dizaine de pièces, tout un dispositif militaire, bien entendu, autour de l'ancien empereur, nouveau souverain d'Elbe. On a reconstitué un semblant de cour dans cette espèce de petit royaume, mais la vie est difficile sur place. Napoléon attendait l'arrivée de Marie-Louise, qui, vous savez, ne viendra jamais le rejoindre. On lui avait prévu une pension de 2 millions par an. C'était une des clauses du traité de Fontainebleau. La pension en question ne sera pas versée. En tout cas, il excipera de ce fait pour justifier son départ. Et puis, surtout, il sait très bien qu'il est constamment espionné, que sa vie est peut-être en danger. Et puis surtout, disons les choses, Napoléon voulait une sortie digne de lui. Il voulait pas se laisser gentiment enterrer sur cette petite île d'Elbe. Bref, voilà qu'il débarque en France. Et dans l'après-midi du dimanche 5 mars 1815, aux Tuileries, on apprend à Louis XVIII cette nouvelle invraisemblable. Louis XVIII reçoit la visite de son secrétaire d'État, le baron de Vitrolles, qui a reçu du directeur du télégraphe Chappe la fameuse nouvelle. Louis XVIII est complètement abasourdi parce qu'il apprend. D'abord, j'allais dire, il est cloué à son fauteuil, mais il l'est ne serait-ce que par son poids déjà le pauvre homme. Il est plein de gouttes, vous savez, il a d'ailleurs du mal à ouvrir l'enveloppe qu'on lui tend, et finalement, lorsqu'il lit la dépêche, il est stupéfait. Vous ne savez pas ce que c'est demande-t-il à Vitrolles. Non, sire, je l'ignore, répond le ministre. Et là, le roi lui dit « Bonaparte a débarqué sur les côtes de Provence » avec le plus de calme possible. Et finalement, le roi va donner ordre à son secrétaire d'État de porter les dépêches au ministre de la Guerre, le maréchal Soult, qui était encore quelques mois plus tôt, vous savez, un des fidèles de l'empereur, bien entendu. Soult n'a pas l'air vraiment préoccupé par l'avancée de son ancien maître. Du coup, Vitrolles se tourne vers le frère de Louis XVIII, le comte d'Artois, le futur Charles X, en lui demandant s'il ne serait pas temps de lever des troupes. Le comte d'Artois va réfléchir un moment et puis il répond « Eh bien, je pense que vous avez raison et qu'il faut graisser nos bottes. » « Non, monseigneur, dit Vitrolles, il faut partir sans que vos bottes soient graissées. » Et de fait, dans la nuit du 9 mars, Louis XVIII, qui est en train de dormir dans un petit salon des Tuileries, est réveillé par Vitrolles, qui apporte une lettre du comte d'Artois. « La position est grave, dit le frère du roi. Si Grenoble offre la résistance qu'on doit en attendre, nous en surmonterons les difficultés. » Sauf que Grenoble est déjà tombé à ce moment-là entre les mains de l'empereur. Ça fait 2 jours, les nouvelles ne vont pas très vite. 4 régiments se sont déclarés pour Napoléon. Désormais, l'empereur approche de Lyon, où le comte d'Artois n'a pu rassembler que 3 régiments, 1500 gardes nationaux. Pour tout dire, on frôle le ridicule. À Lyon, lorsque Macdonald, duc de Tarente, lui aussi ancien maréchal d'Empire donc, exhorte les régiments à crier « Vive le roi !», pas un seul homme ne répond. Tout le monde est favorable à Napoléon. Le comte d'Artois, nous dit la chronique, est rouge de colère. Et le 13, Louis XVIII doit accueillir dans son cabinet le ministre de la Guerre, Soult. Ce dernier tire son épée du fourreau. « Sire, je remets entre les mains de votre majesté ma démission et mon épée, et je la prie de me donner mes juges. » Louis XVIII accepte la démission, il refuse l'épée, bien entendu. « Gardez votre épée, dit-il, qui j'en suis convaincu ne sera jamais tirée que pour le service du roi. »
En fait, Soult va tirer l'épée pour le service de l'empereur Napoléon. Il aura la charge de major général de l'armée. Il combattra à Waterloo comme tant d'autres. Dernier espoir pour Louis XVIII, le maréchal Ney, lui aussi ancien maréchal d'Empire bien entendu, mais qui a l'air bien fidèle et qui est prêt à défendre Paris. Il clame haut et fort qu'il ramènera Napoléon, l'usurpateur, comme on dit à la cour, dans une cage de fer. Sauf que quelques jours plus tard, le même Ney réunit ses troupes, tire son épée et crie « Officiers, sous-officiers, soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue » et l'on entend autour de lui « Vive l'empereur, vive l'empereur ». Ça y est, Ney, lui aussi, a rejoint... On change vite d'avis à l'époque. Ah oui, quand ça même. tourne. C'est l'époque des girouettes, comme on disait. Louis XVIII va signer une ordonnance pour appeler les gardes nationaux aux armes, rappeler des militaires en congé, mais les jeunes royalistes sont inexpérimentés. Les officiers de vaisseaux en retraite ont à leur tête une douzaine de vieux amiraux couverts de blessures. De toute façon, Bonaparte est déjà là. L'aigle a volé de clocher en clocher, vous connaissez l'expression, il est aux portes de Paris, il est trop tard. Les idées les plus folles sont avancées dans l'entourage du roi, comme par exemple de faire du palais des Tuileries une sorte de citadelle dans laquelle Louis XVIII et son fauteuil seraient en quelque sorte la tour dans la tour. Vous imaginez ça ? 3000 hommes de la maison du roi pour défendre Louis XVIII. On pense aussi à la Vendée. Seulement, Louis XVIII est un homme raisonnable. C'est ce que nous allons voir avec Emmanuel de Varesquiel. Finalement, il va s'exprimer à la Chambre et déclare le 16 « Celui qui vient allumer les torches de la guerre civile y apporte aussi le fléau de la guerre étrangère. » Le lendemain, il envoie son neveu prendre le commandement de l'armée royale qui compte 20 000 hommes près de Paris. Les différents corps sont commandés tous par d'anciens colonels et généraux de Napoléon. Vous imaginez comme ça va être facile. Le dimanche 19, on est le jour des rameaux, un courrier annonce que Napoléon est entré à Auxerre, qu'il pourrait bien arriver à Fontainebleau dans la soirée. Ça commence à sentir le roussi, si je puis dire. L'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, dit la fameuse proclamation de l'empereur. Et une proclamation qui est en train de devenir prophétie pour Louis XVIII. Tout est fini. Eh bien, messieurs, soupire le roi, je crois qu'il n'y a plus qu'à partir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Louis XVIII cet après-midi. Alors, il devient roi en 1814 et nous sommes seulement un an après, en 1815, et il n'est déjà plus roi parce que Napoléon est revenu. Et voilà, il a débarqué sans crier gare le 19 mars 1815 à 11h30 du soir. On est en pleine nuit, il pleut, en plus une pluie terrible. Vous voyez les voitures qui viennent là, qui sont en train de se ranger dans la cour du palais des Tuileries, l'une derrière l'autre. La berline royale se place juste devant le vestibule du pavillon de Flore. Un silence terrible sous cette pluie affreuse. Louis XVIII sort, il est soutenu, comme toujours, vous savez qu'il a du mal à marcher. Parmi ceux qui le soutiennent, le premier gentilhomme de la chambre, 2 huissiers qui portent des flambeaux dans une fumée terrible. Les derniers fidèles sont là, à genoux, pleurant. Vous imaginez pour ces gens qui ont attendu 23 ans le retour du roi, et ça y est, ça a l'air déjà fini. C'est assez terrible. On entend « Vive le roi !» de quelques fidèles qui se sont massés derrière les voitures. Le roi murmure « Mes enfants, épargnez-moi, j'ai besoin de force, je vous reverrai bientôt ». Il essaie donc de se frayer un chemin à travers ses fidèles en pleurs. Il grimpe, si je puis dire, et difficilement dans sa berline. Un dernier geste d'adieu, fouette cocher, et ça y est, le convoi s'ébranle. Louis XVIII est affecté, c'est évident, mais il l'est aussi, disons-le, par le vol de sa malle porte-manteau, qui contenait 6 chemises, une belle robe de chambre et des pantoufles. Ça l'agace, cette rien histoire. Ne va plus. Rien ne va plus. Plusieurs heures plus tard, il arrivera à Abbeville. Il ne se rend pas compte que Napoléon est déjà aux Tuileries. Donc il faut vite gagner Lille. Louis XVIII veut dîner dans un premier temps. Et le 22 mars seulement, il sera en sûreté à Lille. Dans les heures qui suivent, le flou règne sur la destination. Où le roi va-t-il s'installer cette fois? Dunkerque, Lille, finalement, c'est Ostende qui est choisi. Louis XVIII choisit de passer de l'autre côté de la frontière et d'émigrer. Et à ce moment, il est toujours affecté, dit-on, c'est un peu les mauvaises langues qui disent ça, mais il semblerait qu'il se pose beaucoup de questions sur ses chemises et ses pantoufles égarées. Bref, à son arrivée à Gand, pour se remettre de ses émotions, il va avaler un sang d'huître. Ça ne veut pas dire forcément qu'il en ait mangé une centaine, mais un sang d'huître, ça voulait dire une pleine bourriche. Oui, voilà. Le 19 juin, à 2h du matin, un courrier
courrier du duc de Wellington arrive qui annonce donc le désastre de Waterloo. Ah, mais cette fois, ça y est, Louis XVIII va pouvoir rentrer en France. Il va pouvoir faire sa seconde entrée à Paris. Je me suis éloigné de ma bonne ville avec la douleur la plus vive, écrira-t-il. J'y reviens avec attendrissement. J'avais prévu les maux dont elle était menacée. Je désire les prévenir et les réparer. Sauf que maintenant, il y a une occupation militaire. Maintenant, il y a de gros dangers sur les possessions territoriales du pays. Et maintenant, il faut payer une énorme indemnité de guerre aux Alliés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le deuxième règne de Louis XVIII s'ouvre sous d'assez mauvais auspices. Bonjour Emmanuel de Varesquiel. Bonjour Franck Ferrand. Nous avons une demi-heure pleine pour évoquer 10 ans de règne. Avec votre esprit de synthèse, à mon avis, ça devrait faire l'affaire. De Rossini sur Europe 1 pour parler de Louis XVIII. Effectivement, nous avons vu le début de son règne. Nous allons maintenant plus loin. Franck, avec votre invité, vous recevez cet après-midi Emmanuel de Varesquiel. Il est historien, essayiste et professeur à l'école pratique des hautes études. C'est terrible ce double retour de Louis XVIII, Emmanuel de Varesquiel, parce que en 1814, tout avait l'air plutôt de sourire au roi. On se disait qu'après la terrible période de la Révolution, puis la difficile période de l'Empire, il allait régner tranquillement sur un royaume apaisé, etc. Et puis patatras, vous revoilà Napoléon, 100 jours, Waterloo, et quand il revient en 1815, le ciel s'est considérablement assombri. Oui, en 1814, au fond, Louis XVIII joue un peu sur du velours. Même si son retour était quand même considéré quelques mois auparavant comme parfaitement improbable. Oui. Il joue sur l'extrême désir qu'ont les Français d'un retour à la paix. La tranquillité. Il sort quand même d'un quart de siècle de guerre révolutionnaire et impériale. Et il joue aussi certainement sur son intelligence et sa capacité à adopter, intégrer, avaler, si j'ose dire, les principes principaux de la Révolution française. Les biens nationaux qu'il garantit. Très important, la il faut dire en un mot ça. Les biens nationaux, ce sont tous les biens des aristocrates émigrés, des congrégations religieuses, etc., qui ont été saisis par l'État et vendus à des particuliers. Ce qui veut dire que de simples bourgeois se retrouvent à la tête de grands domaines, de châteaux, d'anciennes abbayes, etc. Et la grande question, c'est de savoir si au moment où le roi va revenir, on va leur reprendre leur maison. Non, dit le roi Louis XVIII, vous garderez les biens nationaux. Très très important. Oui, la grande question, c'est de savoir si en même temps que l'on restaure le roi, l'on restaure la noblesse et les ordres. Exactement. Et au fond, les adversaires principaux de Louis XVIII vont être les royalistes les plus extrêmes, qui seront extrêmement déçus du fait qu'on ne leur rende pas ou qu'on ne prenne pas des lois en leur faveur pour leur rendre ce qu'ils considèrent leur avoir été volé. Alors justement, on va parler de ce qu'on appelle la chambre introuvable dans un instant. Un mot encore de la popularité, si je puis dire, du frère de Louis XVI. Disons que pour la plupart des Français, c'était quand même relativement un inconnu. On savait que Louis XVI avait deux frères, le comte de Provence et le comte d'Artois, mais comme par définition ils étaient depuis un quart de siècle à l'étranger en exil, on les connaissait très peu. Donc quand Louis XVIII revient, d'ailleurs c'est assez amusant ça, les amateurs d'art décoratif connaissent ça, on avait fait beaucoup d'effigies, de petites figurines à l'effigie de Louis XVIII. Et quand il arrive, on se rend compte qu'il est beaucoup moins jeune et beaucoup moins beau que ce qu'on attendait, parce qu'il avait vieilli et grossi entre-temps. La plupart des peintres ont triché d'ailleurs sur son embonpoint. Il était absolument énorme. Obèse. Vous parliez, Franck, de l'escalade du cabriolet royal. En réalité, on le portait. Quand les valets bleus ne parvenaient pas à le déposer en douceur sur son fauteuil, on disait avoir manqué le roi. Il retombait un peu lourdement sur son séant. Mais son physique est une chose, évidemment, il n'avait pas le physique d'un foudre de guerre. Louis XVIII, c'est le contraire de Napoléon. C'est pas un homme de guerre, c'est un roi philosophe, c'est un homme de paix. S'ils ont un point commun, probablement, et ça explique son incroyable pugnacité pendant son exil, pendant 25 ans, c'est que tous les deux croyaient en leur étoile. Louis XVIII, au fond, n'a jamais douté du fait d'abord de la validité de ses droits historiques et héréditaires à la couronne de France, et dans les pires situations dans lesquelles il s'est retrouvé, il n'a jamais douté du fait qu'il retrouverait le pouvoir, et considérait d'ailleurs qu'il l'avait, car tout de même, sous le consulat... 19e année de mon règne, dit-il. Exactement, sous le consulat... On a cherché à l'acheter, on a cherché à le faire abdiquer, et il écrit une lettre magnifique à Bonaparte à ce sujet, en disant que le simple fait de tenter de l'acheter prouvait la validité
de ses droits héréditaires. Il y aurait une question passionnante, mais que je préfère laisser pour une autre émission. C'est l'attitude de Louis XVIII vis-à-vis de Louis XVI avant la Révolution, car il est incontestable qu'il a joué un rôle pas très net dans les débuts de la Révolution française. Mais ça, nous mettons, nous allons jeter notre mouchoir là-dessus. Ça met en lumière l'un de ses traits de caractère. Louis XVIII aime le pouvoir. C'est pas du tout le roi fainéant qu'on a voulu présenter et proposer. C'est un homme ambitieux qui a toujours couru après le pouvoir et qui va être capable de l'exercer de façon, je dois dire, à la fois pragmatique et intelligente. Oui, bien sûr. Alors, il aurait pu l'exercer paisiblement en 1814 si tout s'était passé comme prévu. Le retour de Napoléon et cette période un peu bizarre des 100 jours va faire que, lorsqu'il revient en 1815, il est maintenant dans les fourgons de l'étranger, comme on disait. Ce sont les alliés qui, pour la deuxième fois, le remettent sur son trône et qui lui demandent beaucoup, beaucoup d'argent. La plus grosse somme jamais demandée à la France. Il est dans les fourgons de l'étranger, mais en même temps, les alliés, soi-disant ses alliés, qui sont les adversaires de Napoléon, qui ont vaincu Napoléon à Waterloo, ne lui veulent pas que du bien. Mais c'est ça. Alexandre Ier de Russie pensait au duc d'Orléans à sa place, d'autres pensent à d'autres souverains qui pourraient prendre le relais à la suite de la deuxième abdication de Napoléon, et Louis XVIII est tout de même en butte à l'hostilité très très dure des alliés qui vont négocier cette fois pied à pied le nouveau traité de paix en faisant infiniment moins de concessions qu'il n'en avait fait l'année précédente et en obtenant et en imposant des réductions de territoire, une occupation militaire et une indemnité de guerre extrêmement lourde qui correspond à 700 millions de francs de l'époque, qui est considérable, et également le remboursement des dettes particulières, ce qui va s'avérer extrêmement compliqué. Et il faudra attendre 4 ans, 3 ans, avant que le territoire ne soit libéré, grâce à la politique sage et avisée de Louis XVIII, épaulé par un homme extraordinaire qui s'appelle le duc de Richelieu, qui a passé son émigration en Russie, a gouverné un tiers de la Russie, ce qu'on appelait la Nouvelle Russie. Qui s'est entraîné en Russie d'une certaine manière. Qui a créé et fondé une ville qui existe toujours, qui est Odessa, et qui va, après cet exil étonnant, qui va devenir son Premier ministre. Alors nous allons revenir sur tout ça, et bien entendu sur l'élection de cette chambre à majorité ultra-royaliste, ce qui a priori pourrait passer pour une bonne nouvelle pour Louis XVIII, et qui en vérité va empoisonner son règne. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire d'un roi de France dont on parle trop peu. Aujourd'hui, on rectifie cela avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Emmanuel de Varesquiel, qui est historien, essayiste, professeur à l'école pratique des hautes études. Et ce roi, c'est Louis XVIII. Oui, vous venez de consacrer un beau travail à Marie-Antoinette, il faut le dire, Emmanuel de Varesquiel. Juger la reine. Oui, sur son procès. Ouais. Il dure 3 jours et 2 nuits. 14-15-16 octobre 1793, qui est un peu un tournant de la Révolution, une sorte de prolégomène à la terreur, qui va sévir jusqu'à la chute de Robespierre en juillet 94. Juger la reine, donc. Qui est un événement qui probablement, de tous les événements qui se sont produits, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux sous la terreur, l'un de ceux qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'a été la dynamique, le processus même de la terreur, et cet affrontement de 2 mondes, précisément le monde de la monarchie, que représente aussi Louis XVIII, et qu'incarnait Marie-Antoinette à son procès, et le monde de la Révolution. Alors revenons à notre Louis XVIII. C'est au château de Dampierre, je crois, qu'il y a le fauteuil roulant de Louis XVIII. Il me semble me rappeler ça. Tiens, je ne sais plus trop. Non, je crois que c'est à Valençay. L'une des dernières pirouettes de Talleyrand, qui Dieu sait n'aimait pas Louis XVIII, et Louis XVIII le lui rendait bien. C'est un homme qui a de la mémoire, disait Talleyrand lorsqu'il venait de revoir le roi après 25 ans d'absence en 1814. Il a acheté le fauteuil roulant de Louis XVIII, dont il s'est servi d'ailleurs dans les dernières années de sa vie à Valençay dans les années 1830.
Alors, ce Louis XVIII était vous nous avez dit, un homme très intelligent, très pragmatique. Il ne manquait pas d'esprit et de finesse. On sait que lorsqu'il revient justement, lorsqu'il rentre en 1814, le grand chambellan s'excuse en lui disant: Sire, vous voyez toutes les abeilles impériales, il y a encore les abeilles partout sur les tapis, des Tuileries. Et il répond: laissez, dit Louis XVIII. Il y a du plaisir à marcher sur ces tapis-là. Et il écrasait les abeilles impériales de ses gros pieds goûteux. Et il avait comme ça, il a fait beaucoup de saillies. On pourrait faire tout un répertoire. Au moment où il juge utile et nécessaire à sa politique de prendre Fouché dans son ministère en juillet 1815, qui est quand même régicide et qui a envoyé son propre frère à l'échafaud en janvier 1793, il discute avec Talleyrand et il lui dit: ménagez-moi, c'est mon pucelage. Et il avait un sens des préséances, des usages, de la bienséance, des rapports hiérarchiques entre lui, ses ministres et ses courtisans. Lorsqu'il recevait par exemple son premier ministre Villèle, qui a été un très grand ministre des Finances par ailleurs, qui a rétabli l'équilibre des comptes publics, Dieu sait que c'est rare en France, dans ces années de la Restauration, Villèle, un peu désinvolte, avait posé sa tabatière sur le bureau du roi. Et Louis XVIII le reprend de façon très sèche en lui disant: Monsieur le comte de Villèle, il y a une place sur mon bureau pour votre portefeuille et une place dans votre poche pour votre tabatière. Voilà. Et c'est lui qui invente le mot que l'on attribue en général à Louis XIV, l'exactitude et la politesse des rois. C'est Louis XVIII et pas Louis XIV. Bien sûr. Il faisait régner d'ailleurs aux Tuileries une sorte de tyrannie sur ce plan. Il fallait être là au moment où sonnait la pendule pour le souper du roi. Il fallait être présent. Il savait, comme dit Chateaubriand, il savait faire le roi. Chateaubriand raconte dans ses mémoires d'outre-tombe que les maréchaux d'Empire étaient parfois beaucoup plus impressionnés d'être en face de Louis XVIII qu'en face de Napoléon lui-même. Eh oui. Parce qu'il y avait peut-être la légitimité des siècles dont il était intimement convaincu. Alors, cette chambre introuvable d'août 1815, elle va porter préjudice d'une certaine manière au régime restauré. Oui, parce que la majorité ultra-royaliste, qui est au fond, c'est vive le roi quand même, comme le dit l'un des députés ultra-royalistes de la Chambre, essaye d'imposer au roi un programme un peu réactionnaire dont il ne veut pas. La politique dominante de Louis XVIII, aidée en cela du duc de Richelieu et du comte de Cazes, qui sont ses deux ministres principaux à l'époque, se résume en une phrase: royaliser la nation et nationaliser la royauté. Voilà, c'est une très belle formule. Donc, rapprocher le pouvoir héréditaire monarchique de la nation, de la représentation nationale, et faire de cette mixité quelque chose d'harmonieux. Au fond, c'est la première grande expérience politique et parlementaire que connaît la France, parce que Dieu sait que le parlementarisme sous la Révolution n'a pas eu le temps de s'exprimer très longuement, et la véritable expérience parlementaire, et on peut dire entre guillemets démocratique, que connaît la France, c'est cette période de la Restauration qui malheureusement n'est pas assez connue. Avec un suffrage censitaire qui fait dresser les cheveux sur la tête de nos actuels professeurs de droit constitutionnel, mais qui en soi était un énorme progrès par rapport à ce qu'on avait connu. C'est-à-dire que c'est bien un embryon de démocratie qu'on institue. Alors évidemment, vous avez autant de voix que de fortune. Oui. Alors le droit de suffrage reposait sur un niveau d'impôt. C'était 300 francs à l'époque d'impôt, ce qui permettait quand même à une petite minorité des quelques 29 millions d'habitants de Français à l'époque de voter entre 100 et 200 000. Donc inégalité des droits politiques, certes, mais égalité des droits civils, bien entendu, qui est un principe révolutionnaire que reprend Louis XVIII, qui ne réintroduit pas, comme la légende noire le voudra, les ordres, les hiérarchies, les différences juridiques au sein même de la société. Donc quand même égalité des droits civiques, ouverture parlementaire, nous dites-vous, équilibre budgétaire, pragmatisme dans la plupart des décisions, grand prestige de l'État restauré, tout ça est quand même positif. Développement économique aussi. Ben oui. Une politique extraordinaire de creusement de canaux, de voies de communication, du point de vue des institutions financières, création des premières caisses d'épargne.
rétablissement évidemment du commerce international à la faveur de la paix. Au fond, les franges les plus royalistes de la France à cette époque-là, ce sont les façades maritimes. C'est Bordeaux, c'est Marseille. Marseille est une ville incroyablement royaliste sous la Restauration, parce que ces villes bénéficient d'une reprise du commerce qui avait été totalement annihilé par le blocus continental et par la politique, l'affrontement de Napoléon avec l'Angleterre. C'est des villes qui avaient beaucoup souffert de la Révolution et même du blocus au moment de l'Empire. Nous allons revenir sur un certain nombre des grandes décisions qu'a prises Louis XVIII. Ce qu'il est peut-être utile de souligner d'ores et déjà, c'est qu'il y a bien deux restaurations d'une certaine manière. Louis XVIII revient au pouvoir en 1814 et 1815. Bon, je pense que maintenant on a bien compris cette histoire. Il meurt en 1824. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas de reine puisque son épouse est morte depuis longtemps et qu'il n'a pas lui-même d'héritier direct. Puisqu'il n'a pas eu d'enfant, c'est son frère. Il n'a pas d'héritier. Et il est sous la dépendance de son frère qui n'a pas du tout les mêmes, le comte d'Artois, qui n'a pas du tout les mêmes idées politiques que lui. Beaucoup plus réactionnaire. Plus réactionnaire et qui, à la différence de Louis XVIII, a toujours considéré que la Révolution était née d'un complot, qu'elle n'avait pas de véritable racine profonde dans le pays. Qui n'avait pas compris en fait ce qui s'était passé. À la différence de Louis XVIII qui avait compris. Eh oui. On peut dire du comte d'Artois, l'ancien grand ami, c'était le beau-frère de Marie-Antoinette et c'est avec lui qu'elle a fait ses frasques de toute jeune reine, bien entendu. Le comte d'Artois qui était charmant, qui était bon cavalier, qui avait toutes les qualités, mais qui n'était sûrement pas un esprit politique. Et d'ailleurs son frère, lorsqu'il a vu arriver sa propre mort et qu'il entendait tout le monde autour de lui se plaindre de son manque de mobilité, disait « Ah, vous vous plaignez d'un roi sans jambes, vous allez bientôt voir ce que c'est qu'un roi sans tête. » Des Gauvin Cers sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du règne de Louis XVIII, une émission qui vous passionne, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Eric nous dit c'est un personnage passionnant, Lordoff nous dit enfin une émission sur ce roi oublié. Donc continuez à nous laisser des messages et pourquoi pas à poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. À partir de 15h, nous irons au château de Maison à Maisons-Laffitte avec notre guide qui vient d'entrer en studio. C'est Philippe Bellaval, le président du Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Philippe Bellaval. Bonjour. Vous faites presque partie des murs de ce studio maintenant. Vous êtes un habitué de cette émission. Merci grâce à votre invitation. J'en suis tout à fait ravi. Nous allons parler des aménagements qui se préparent donc au château de Maison, de ce mobilier dont nous avons suivi l'histoire au moment de sa vente l'année dernière, on reviendra sur tout ça, et de ces aménagements faits par Louis XVIII pour célébrer la charte, parce qu'il y avait une véritable volonté mémorielle dans son aménagement du château de Saint-Ouen. Incontestablement, Saint-Ouen occupait une place à part dans son esprit, en tout cas, et puis après dans son cœur, puisqu'il y a fait bâtir ce château qui était destiné à son amie de cœur, Madame Duquesla. Alors justement, qui était cette Zoé Duquesla, Emmanuel de Varesquiel ? On peut dire que c'était un peu une intrigante. Oui, ça sans doute. Elle était très proche des milieux ultra-royalistes, très proche d'un personnage haut en couleur qui a été le directeur des Beaux-Arts à la fin de la Restauration, qui s'appelle Sosten de la Rochefoucauld. Et elle a été un peu mise... Louis XVIII a toujours eu des favoris. Et d'ailleurs, Beugnot lui avait dit sous la première Restauration, la France pardonne à ses rois 1000 maîtresses, mais elle ne lui pardonnera jamais un favori. Et oui. Et Louis XVIII a eu le problème de sa vie, le duc d'Avaray, puis ensuite le comte de Blacas, puis ensuite mon fils, celui qu'il appelait mon fils, Élie Decazes, qui a été son premier ministre également en 1819. Et pour la première fois, il va avoir une favorite. Alors, qu'on ne s'y trompe pas. C'est pour l'image, à l'époque, pour l'opinion publique. Ne cassez pas du bois. C'est-à-dire que ses relations amoureuses avec Zoé Duquesla étaient très peu sexuelles. La légende veut qu'il ait prisé son tabac sur les fesses de Madame Duquesla. Mais je pense pas que ça ait jamais été plus loin que ça. Et Madame Duquesla jouait un rôle assez politique. Avec cette volonté de Charles X, du futur Charles X, de son frère cadet, de pousser Louis XVIII vers une politique de plus en plus ultra-royaliste. Et Madame Duquesla a joué un rôle.
mais elle a joué aussi un rôle dans le sens où elle est devenue propriétaire de Saint-Ouen, que Louis XVIII lui fait construire ce château de Saint-Ouen, lui organise et lui fait aménager un mobilier dont on va parler tout à l'heure, qui est absolument merveilleux, et que Saint-Ouen est dans la vie politique de Louis XVIII un lieu extrêmement symbolique. C'est l'endroit où la dernière nuit d'exil, si j'ose dire, qu'il passe le 2 mai 1814, avant son entrée à Paris le 3 mai, et c'est là qu'il signe cette fameuse déclaration dite de Saint-Ouen, qui ouvre à cette charte libérale de 1814. Et j'aimerais que nous concluions cette demi-heure consacrée à Louis XVIII. On parlera de Charles X une autre fois, c'est très intéressant aussi, la deuxième restauration, avec tous ses quelques qualités et tous ses défauts. Mais concluons sur Louis XVIII par cette charte, justement. Qu'est-ce que c'est que la charte ? Je pense que nous allons rendre service au passage à un certain nombre de lycéens et d'étudiants. Oui, parce que je me rappelle, mais ça c'était un peu la plaie. Hein, quand on arrivait à la charte, c'était compliqué à comprendre pour des jeunes. Qu'est-ce que c'est que cette charte ? C'est probablement le texte constitutionnel le plus court et en même temps le plus clair de toute l'histoire, et Dieu sait que la France a eu de constitution, de toute l'histoire constitutionnelle de son époque contemporaine. C'est au fond un alliage de ce qu'on appelait à l'époque les droits du roi et les droits de la nation. C'est-à-dire, c'est une charte qui aménage un pouvoir exécutif et héréditaire fort, incarné par Louis XVIII, mais qui en même temps invalide les grands principes de la Révolution, et en particulier le principe de liberté, puisque la charte, au fond, autorise, ce qui était tout de même pas le cas sous l'Empire, toutes les libertés. La liberté de réunion, la liberté de presse et de parole, la liberté de tribune, bien entendu, à travers la Chambre des députés, mais aussi la liberté de conscience. Les religions, à côté de la religion catholique, sont toutes admises. Et dans ce sens, par rapport à l'histoire politique de la France depuis 1789, on est là dans une véritable avancée libérale. On peut considérer que la Constitution de 1814 est l'une, peut-être, la plus libérale d'Europe à l'époque. Eh bien voilà, c'est rien que dire ça, c'est rendre d'une certaine manière hommage à Louis XVIII, à son esprit conciliateur, à sa souplesse également, à la fermeté avec laquelle il a quand même conduit globalement les affaires. Bref, c'est une image assez favorable qui ressort. Évidemment, nous n'avons pas parlé de ce qui fâche, nous n'avons pas parlé de certains travers de sa personnalité, même si vous nous avez dit qu'il avait été ambitieux et qu'il avait un peu gêné aux entournures son frère Louis XVI à la fin de son propre règne. Le travers, c'est un être tortueux, dissimulé et très secret. Je renvoie nos auditeurs à 2 de vos ouvrages concernant cette période, réédité chez Texto, la collection de poche de Talandier, 100 jours, la tentation de l'impossible, sur la période mars-juillet 1815, donc le retour de Napoléon au pouvoir, et puis c'est la Révolution qui continue, la Restauration 1814-1830, édité chez Talandier. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Elle n'a pas beaucoup roulé la Ferrand Mobile cet après-midi. Elle a fait très exactement 18 km de Paris. Nous sommes au nord-ouest de Paris, à Maisons-Laffitte, à la découverte du château Maison de Maisons-Laffitte, parce que nous vous proposons cet après-midi de découvrir le mobilier du château de Saint-Ouen, le mobilier Louis XVIII, qui est présenté au château de Maison à Maisons-Laffitte avec notre guide Philippe Bellaval, qui est président du Centre des Monuments Nationaux. C'est ce qu'on appelle un guide de luxe, oui, vous avouerez. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah non, mais cette émission, elle est moyenne, il n'y a pas de secret. Oui, c'est très chic, effectivement. Vous avez dit justement un mobilier Louis XVIII. Alors, c'est incontestable, on peut dire que c'est un mobilier Louis XVIII, mais il se trouve que dans la pratique, pour une raison très mystérieuse d'ailleurs, on ne parle pas de mobilier Louis XVIII, ou très peu. On dit du mobilier restauration, généralement, et lorsqu'on veut vraiment aller très à fond, on parle d'un mobilier Charles X. Mais on ne sait pas pourquoi le règne de Louis XVIII n'a pas laissé de nom dans l'histoire des arts décoratifs. C'est un peu une injustice, d'une certaine manière.
On peut dire ça, oui, Philippe Bellaval. Était bref, oui, peut-être. C'est vrai que par rapport au style qualifié de restauration, le style Charles X introduit un certain nombre de variations. Oui, les bois précieux, le citronnier, clairs, etc. Le citronnier, les incrustations de marqueterie. Là, avec le mobilier de Louis XVIII, on est quelque chose de plus sobre. Qui se situe dans la filiation du mobilier empire. Empire, bien entendu, c'est un empire allégé d'une certaine manière. Napoléon avait rouvert un certain nombre de manufactures, il avait relancé par de grandes commandes d'État l'activité dans tous les domaines de l'excellence française, les bronziers, les porcelainiers, les cristalliers, etc. Et on peut dire que la restauration va bénéficier de tout cela, mais sur un mode plus aimable, moins militaire d'une certaine manière. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'avant la décadence de l'époque Louis-Philippe, il y a eu une très belle époque pour les arts décoratifs, au temps donc de la Restauration. Tout le mobilier de Saint-Ouen, ce mobilier, cette commande de 1819 à 1822, en est une belle illustration, Philippe Bellaval. Oui, parce que donc Saint-Ouen est un lieu emblématique pour Louis XVIII. Il y a le souvenir de cette nuit du 2 mai 1814, et c'est donc là qu'il décide la construction d'un château qu'il destine à sa favorite, Madame du Quéla. Et cette commande, c'est une commande totale, c'est-à-dire qu'on construit le château de toutes pièces. C'est l'architecte Huvet qui est le grand architecte à la mode à l'époque qui en est chargé, et on le décore en faisant appel aux artistes et aux artisans les plus en pointe, à commencer par le peintre Gérard, qui était premier peintre du roi et roi des premiers peintres, comme on disait à l'époque. Il y a d'ailleurs un beau buste dans la collection, là, un beau buste de Madame du Quéla. Il y a un buste de Madame du Quéla aussi, mais ce qu'il faut voir, c'est que donc ce château, c'est quelque chose qui est lié à la vie intime du roi, mais qui est aussi un manifeste politique, puisque dans le grand salon, il y a, se faisant face à face, on le voit toujours d'ailleurs, puisque le château existe toujours, il y a une plaque qui fait mémoire du passage du roi à Saint-Ouen en mai 1814, et en face, ce grand portrait monumental que l'on peut donc désormais admirer à Maison Laffitte, portrait qui est un vrai manifeste politique, puisque le roi y est présenté aussi bien avec l'ordre du Saint-Esprit qu'avec la Légion d'honneur, et dans une attitude de travail qui rompt avec le portrait d'apparat que les rois ou les empereurs avaient accoutumé le public de voir. Donc on a le roi serviteur du bien public. Un peu dans l'esprit de ce qu'on avait vu avec Bonaparte, premier consul, en fait. Un peu dans cette idée-là. Dans cet esprit-là, mais Napoléon n'avait pas suivi les traces de Bonaparte. Et donc, si vous voulez, ce salon de Saint-Ouen, où Madame du Quéla recevait toute l'élite intellectuelle et politique de son temps, et le roi lui-même qui venait la voir, c'était un lieu politique, parce qu'il y avait ce mémorial de la Déclaration et ce portrait très symbolique du roi. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs 3 éléments de base. Voilà. Pourquoi ne pas exposer ce mobilier à Saint-Ouen, justement? Pourquoi à Maison Laffitte? Voilà. Dans un château 17e revu au 18e. Madame du Quéla a eu une fille qui a épousé un prince de Beauvau, c'est-à-dire la grande aristocratie lorraine, et lorsque elle est morte, son mobilier a été ramené par la famille, le mobilier de Madame du Quéla en Lorraine, au château d'Arouet. Alors nous avions reçu la princesse de Beauvau l'année dernière dans ce même studio, qui nous avait expliqué la vente de ce mobilier, qui a été classé au moment de la vente par l'État, et c'est ce qui a permis à l'État de récupérer cette très belle collection, en fait. Oui, voilà. Alors l'État avait décidé de protéger ce mobilier qui est classé monument historique, ce qui pour du mobilier est rare et était justifié par le fait qu'il s'agit d'une commande royale. Et d'un témoignage d'une période assez fugace des arts décoratifs, justement. Hein, parce que ce règne de Louis XVIII n'a pas fourni beaucoup de mobilier. Avec une grande homogénéité, parce que ça a été créé en quelques années. 3 ans même pas. Une grande unité d'inspiration et de goût. Et donc ce mobilier est resté dans un premier temps au château d'Arouet, puis l'État a décidé de faire en sorte qu'il puisse à terme revenir à Saint-Ouen, puisque le château existe toujours, mais ce château est aujourd'hui occupé par une école de musique
une école municipale de musique. Voilà. Alors le maire de Saint-Ouen souhaite que l'école de musique quitte le château et que le château puisse redevienne un monument historique. Mais en attendant, le ministère de la Culture a demandé au Centre des Monuments nationaux d'accueillir donc vous son château de maison. Oui, voilà, vous hébergez des meubles migrants, si je puis dire. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord le château de Maison Laffitte a appartenu à Laffitte qui était le banquier de Louis XVIII. Sûr, oui. Donc en quelque sorte, lien. Bon. On met les... C'est un peu tiré par les cheveux entre nous. On met les meubles de la Favorite dans le château du banquier du roi. Voilà. Et puis, ce château a aussi appartenu, avant la Révolution, au comte d'Artois, dont vous parliez tout à l'heure. Et nous avons décidé d'installer les tableaux et les meubles dans l'appartement du comte d'Artois. Donc finalement, vous voyez, par deux côtés, il y a une cohérence entre ce mobilier et le château de Maison. Mais vous savez, personne n'en doutait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller visiter cette exposition, voir ce que l'on peut découvrir comme merveille au château de Maison. Georges Brassens à l'instant sur Europe 1. Entre parenthèses, complètement à côté de la plaque, Georges Brassens, que j'aime beaucoup en l'occurrence, mais il n'y a évidemment ni souris ni rat au château de Maison. Nous y veillons. C'est un château absolument magnifique. Alors là, je dis ça le plus sérieusement du monde et je donne ce conseil non seulement à tous les Parisiens qui nous écoutent, mais à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, à cette belle saison, vont se trouver en région parisienne. Allez voir Maison Laffitte. C'est la perfection sur Terre. Il faut expliquer ce que c'est que ce château, Philippe Belleval. Donc c'est un château qui a été construit juste avant le règne de Louis XIV. Donc si on devait lui trouver un style, c'est un peu style Louis XIII. Voilà, mais c'est le début de la grande architecture française du XVIIe siècle. C'est un des derniers monuments de Mansart qui reste debout, et Dieu sait que Mansart dans sa belle intégrité. Il a été construit pour un ministre des Finances qui probablement avait mobilisé les ressources que lui offrait son poste pour le construire, et il y a plusieurs morceaux de bravoure architecturale qui valent véritablement le voyage. Le grand escalier, et aussi le cabinet des miroirs qui, avec ses parquets marquetés, sont vraiment des lieux absolument extraordinaires. Et dans ce magnifique écrin, vous présentez donc des bijoux de l'ébénisterie française du tout début du 19e siècle. Donc on n'est plus dans le style empire, quoique, c'est l'extrême fin, disons, c'est un changement, ça n'est déjà plus le style empire, ça n'est pas encore ce qu'on appelle du Charles X, c'est du Louis XVIII, tout simplement, avec notamment tout le mobilier qui provient de la chambre de Madame de Quéla, ça fait un bel ensemble. Là. Absolument, donc beaucoup de meubles en acajou, on retrouve la sobriété et le souci du confort de l'Empire, mais avec des matériaux et des formes adoucies et les premières aussi tentations du confort, n'est-ce pas? Parce que, en fait, Louis XVIII a passé une grande partie de la période d'exil en Angleterre. Et donc, l'Angleterre, de ce point de vue-là, est en avance en termes de mobilier, ce qui sera le mobilier Regency. Le mobilier Regency, voilà, et il a très certainement reçu, ainsi que d'autres émigrés, cette influence-là. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point un certain nombre des grands émigrés qui avaient suivi le comte de Provence et le comte d'Artois dans ce très long exil, notamment en Angleterre, ont voulu, une fois de retour en France à partir de 1814-15, ont voulu recréer un peu de l'Angleterre qu'ils avaient connue et aimée. Je pense évidemment au duc de Bourbon, le dernier des princes de Condé, qui va racheter le château de la reine Hortense à Saint-Leu et qui en fait une véritable villa anglaise, en fait. Bon. La suprématie de l'acajou. Premier frémissement, dites-vous, d'un goût du confort, premier frémissement du néo-gothique aussi. Absolument. On commence à s'intéresser au Moyen-Âge, à une forme d'archéologie mobilière, et on va voir naître ce nouveau style néo-gothique. Alors, une des parties les plus originales de ce mobilier, c'est effectivement celui de la chambre dite gothique,
qui est une chambre composée de meubles en bois sombre, avec des incrustations de métal et des objets inspirés du style des cathédrales. Donc ce sont vraiment les premiers signes du retour en grâce du Moyen-Âge. On est une dizaine d'années avant le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Donc voilà, et là aussi ça vient un peu aussi de l'influence de l'Angleterre, puisque les Anglais qui dans ce domaine étaient en avance sur nous avaient commencé ce mouvement dès les années 1780-1790. C'est toujours très étonnant et émouvant de voir à quel point le style de meubles, ce qu'on appelle les arts décoratifs, suivent en quelque sorte la politique et les régimes. La dimension très martiale du style empire est frappante et elle convient parfaitement à Napoléon, même si Joséphine puis Marie-Louise avaient mis beaucoup de douceur et de féminité là-dedans et que Percier-Fontaine avait en quelque sorte amolli peu à peu le style empire pour le rendre plus gracieux. Mais enfin, il y avait quand même cette dimension militaire, qu'on le veuille ou non. On se rend compte qu'avec Louis XVIII, les formes ont tendance à s'arrondir au sens propre du mot. On voit d'ailleurs ces deux somptueux candélabres qui avaient qui avait eu la vedette au moment de la vente de Mimi de Beauvau à Rouet. On voit ces grands candélabres qui sont plus aimables, si l'on peut dire, que ce qu'on faisait quelques années plus tôt sous l'Empire. C'est-à-dire que voilà, les grands créateurs du style empire ont adapté leur manière pour plaire à leurs nouveaux commanditaires. Et c'est aussi une grande chance de Louis XVIII et de Madame Duquesla d'avoir pu compter sur eux, parce que Gérard, par exemple, le peintre, ou Thomire, dont vous venez de citer le nom, ont été des artistes qui ont connu une très grande vogue au temps de l'Empire. C'était au sens propre et au figuré des survivants de la Révolution, entre parenthèses, bien entendu, et qui n'ont pas su former des successeurs, ce qui va expliquer ensuite l'espèce de décadence du mobilier à partir de Louis-Philippe et Napoléon III. Du mobilier, mais pas forcément des arts décoratifs. Mais voilà, c'est un autre sujet. À propos d'art décoratif, il y a notamment ces deux panneaux des 4 saisons par le baron Gérard, dans un cadre en plein cintre, qui là encore, ces formes arrondies un peu romanes sont typiques du style Louis XVIII et ne sont pas sans évoquer quelque chose de religieux. D'ailleurs, il y avait une dimension religieuse aussi dans ce style. Ces panneaux des saisons vont être une révélation pour les visiteurs, j'en suis sûr, parce qu'ils sont d'une finesse, d'une délicatesse absolue, avec des couleurs absolument merveilleuses, et puis plein de petits animaux. La représentation des fleurs aussi est absolument extraordinaire. Donc là, on est vraiment très très loin de la raideur du style empire, et on retrouve presque d'ailleurs la délicatesse du goût de Marie-Antoinette. Merci beaucoup Philippe Bellaval d'être venu nous parler de ce dépôt, de cette présentation, cette exposition de la grande commande royale de Louis XVIII pour Saint-Ouen à Maisons-Laffitte, ce qui est une occasion aussi de visiter ce merveilleux domaine dont vous avez la charge parmi tant et tant d'autres. C'est assez extraordinaire et vous trouvez même le temps de venir nous parler sur Europe 1. C'est formidable. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Louis XVIII depuis 14h et jusqu'à encore 15h30. Nous étions donc au château de Maison à Maisons-Laffitte. Si vous suivez les conseils de Franck Ferrand, c'est-à-dire vous rentrez dans les Yvelines, voici maintenant les bons plans de Lorena Martin. Alors, ce qui est extraordinaire, bonjour Lorena. Bonjour Franck. C'est que j'imaginais que vous alliez nous sortir des espèces d'hôtels 5 étoilés plus, parce qu'on est quand même dans la banlieue la plus chic de l'ouest de Paris. Là, c'est vraiment très smart. Et vous commencez par un camping. Oui, le camping international de Maisons-Laffitte, puisque je vous parle rarement de camping, mais celui de Maisons-Laffitte en fait est très réputé et il se situe en fait en bord de Seine, en pleine nature. C'est situé sur une île au milieu du fleuve et vous avez toute une terrasse panoramique depuis le bar-restaurant, donc c'est assez agréable qui donne sur la Seine. Et vous avez aussi des cabanes en bois sur pilotis et ça c'est une idée assez agréable pour les enfants, pour les familles. C'est du camping 4 étoiles. Camping 4 étoiles, voilà. quand même.
En fait, ce qui est assez formidable, c'est que quoi qu'on fasse dans cette région-là, c'est 4 étoiles. Tout est chic. Même les campings. Oui. Bon, parlez-nous plus souvent de camping, finalement. Alors, quand même, il y a des maisons d'hôtes, j'imagine. Oui, magnifique. Vous avez notamment la Villa Carioca, qui est une très belle maison d'hôtes qui est située à Maisons Laffitte, et c'est situé au début, en fait, du parc de Maisons Laffitte, et c'est une des plus belles maisons, d'ailleurs, du parc. Et elle est construite, donc, à la fin du 19e siècle, dans le style mansard, et elle a été redécorée dans une ambiance Napoléon III. Vous avez 2 chambres, une suite, et le petit déjeuner est particulièrement soigné avec des produits frais, régionaux. Vous avez des pains et viennoiseries qui sont frais du matin, en orange pressé, les confitures du marché, etc. Donc c'est un endroit très agréable. Et vous avez aussi, on l'a pas dit, dans le côté un petit peu luxe, vous avez l'hôtel pavillon Henri IV qui est situé lui à Saint-Germain, voilà. Qui est très proche en réalité de Maisons Laffitte. Vous êtes à une vingtaine de minutes en voiture. Et il faut absolument que vous vous y rendiez. C'est installé dans l'ancienne résidence royale où Louis XIV est né. Mais bien sûr, ce qu'on appelait le château neuf. Mais oui, bien sûr. Magnifique. Ce château neuf de Saint-Germain-en-Laye où Louis XIV est né un certain 5 septembre 1638, si je ne m'abuse. Alors, il se trouve que j'ai pas déjeuné aujourd'hui, donc vous allez me mettre en appétit, je le sens. Il y a des restaurants là, c'est pas ce qui manque même, il y a même des gastronomiques. Oui, vous avez 2 restaurants gastronomiques qui sont très très beaux. Vous avez le Tastevin et les jardins de la Vieille Fontaine qui sont situés donc près du parc. Le Tastevin de Maisons Laffitte. Et donc le Tastevin est situé dans les beaux quartiers résidentiels en bordure du parc. Vous êtes à quelques encablures du château et c'est une maison bourgeoise très élégante, très bien décorée. Et au beau jour, on peut profiter là encore d'un beau jardin, d'une magnifique terrasse. Et sur la carte, vous avez notamment la grosse langoustine façon tempura, chutney de fruits et légumes, émulsion parfumée gingembre, des crépinettes de riz de veau. C'est vraiment très très agréable. Et vous avez aussi une belle carte de vin. Et les jardins de la Vieille Fontaine. Alors ça, c'est magnifique. Magnifique. C'est une belle bâtisse, véritable institution. Quand on dit les bons plans de Lorena, là, c'est vraiment le terme qui convient. Oui, là, c'est vraiment... Véritable institution bientôt centenaire. Et vous avez 3 salles à manger avec une très très belle véranda en fer forgé ouverte sur les jardins qui à la belle saison est un endroit idyllique et très bucolique. Et c'est sans doute l'une des plus belles terrasses d'ailleurs de la région. Et donc vous pouvez apprécier le parc paysager et la carte varie au fil des saisons. Lorsqu'on aime les chevaux comme moi, on peut aller à l'hippodrome également. À l'hippodrome, puisque Maisons Laffitte est connue quand même pour être la cité du cheval. Et vous avez le restaurant de l'hippodrome qui s'appelle Coronation. Coronation, Coronation. Coronation, comme vous voulez. En fait, c'est le nom. C'est le nom en fait d'un cheval en fait de Marcel Boussac. C'était le nom de la fille de Djebel et d'Esmeralda. Et donc c'est une pouliche en fait qui s'était illustrée en fait en remportant plusieurs prix. Gagné beaucoup d'argent. Gagné beaucoup d'argent. Et donc cet hippodrome de Maisons Laffitte, qui est quand même le plus grand champ de course d'Île-de-France, vous propose donc un restaurant et vous avez la vue magnifique sur l'hippodrome, un restaurant panoramique. Il y a d'ailleurs des fêtes, hein. C'est le 10 juin prochain, la fête des courses à Maisons. Vous avez la fête des courses et puis le déjeuner sur l'herbe aussi qui est assez connu. C'est un hommage en fait aux peintres impressionnistes qui ont fréquenté l'hippodrome et c'est une journée de course dans un esprit très bucolique avec un pique-nique pour les familles et puis les artistes en fait posent leurs chevalets et se mettent à peindre ce qu'ils voient. Une petite spécialité pour la bonne bouche. Bah oui, quand même le Paris-Brest. Le Paris-Brest. Oui, le Paris-Brest qui a été inventé donc dans une pâtisserie à Maisons Laffitte par Louis Durand et en 1910 en fait il conçoit ce gâteau en forme de roue de bicyclette, bien sûr en hommage en fait avec la course cycliste entre Paris-Brest et Paris et donc ça a été en fait c'est composé bien sûr d'une pâte à choux parsemée d'amandes effilées, fourrée d'une crème pâtissière, crème pralinée pardon, et d'un ingrédient mystère dont le secret est encore tenu par Parce que si vous par la faites famille. du Paris-Brest à la crème pâtissière. Surtout pas. Crème pralinée. Merci beaucoup Lorena, nous avons l'eau à la bouche.